Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Faure Gnassingbé est désigné médiateur en RDC. Les chances de réussite de la nouvelle mission. Nous allons essayer d'élaborer sur les chances dont dispose le président togolais pour réussir cette émission de médiation dans la crise en République démocratique du Congo. Comme nous avions déjà commencé par aborder le sujet dans le troisième sujet, mais sous l'angle de la médiation menée par le Qatar, l'Union africaine propose une nouvelle médiation. Le président en exercice, João Lourenço, qui était d'ailleurs le médiateur désigné par l'Union, à la fin de son mandat, ou du moins après avoir annoncé son retrait, doit proposer un autre médiateur, et son choix est porté sur le président togolais Faure Gnassingbé. De quelle chance dispose ce dernier pour pouvoir réussir cette mission? On va élaborer sur ce sujet, en attendant d'ailleurs que ce choix soit confirmé par les chefs d'État de l'Union africaine. La parole est à qui veut la prendre en premier pour ce quatrième sujet. Comme vous le savez, c'est comme ça que nous le faisons. Alors, Faure Gnassingbé est désigné médiateur de l'Union africaine, ou du moins proposé médiateur plutôt de l'Union africaine pour la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que le président togolais est l'homme de la situation? De quelle chance dispose-t-il quand on sait qu'il y a déjà plusieurs mécanismes qui sont en cours? Et d'ailleurs, la médiation au Qatar dont on vient de parler, il y a aussi un cours qui semble avancer d'une certaine manière, arriver à une étape très importante. De quelle chance disposera le président togolais? La parole est à qui veut réagir en premier. Non mais Guillaume, s'il y a un championnat de médiation, je crois que le Togo aurait déjà le trophée. Ah bon? Sur plusieurs points, dans nos implications au sujet des différentes crises que nous avons essayé. Quand je parle de nous, je fais allusion au chef de l'État, Faure Gnassingbé, parce qu'il s'agit de lui, qui s'est impliqué dans plusieurs crises qui n'ont finalement pas dégénéré. Cela voudrait dire il y a une note de réussite qui a été sortie. Et donc aujourd'hui, proposer Faure Gnassingbé dans la gestion de la crise, ou alors la médiation de la crise congolaise, en soi, n'est pas surprenant. D'abord, lorsque nous prenons tous les profils pour l'instant sur le terrain, je ne vois pas pour l'heure ce profil-là qui s'implique beaucoup plus dans la résolution, ou alors dans ces sortes de médiation. Est-ce que c'est le président ivoirien Alassane Ouattara, le grand doyen, qu'il faut proposer? Je ne pense pas. Il a des ennuis électoraux peut-être qui sont déjà en cours, et beaucoup de choses qui l'environnent et qui ne pourra pas lui permettre d'intervenir dans cette crise multidimensionnelle. Je reviendrai là-dessus. Qui proposait, c'est Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas évident. Qui proposait, le président ghanéen qui vient d'arriver, lui, il est beaucoup plus tourné sur le relèvement économique de son pays. Alors, qui proposait aujourd'hui pour un temps soit peu apporter un nouveau souffle à la médiation dans la crise congolaise? Les profils sont un peu taillés sur mesure, et le profil qui répond pour l'heure, c'est bien la diplomatie togolaise, pour avoir fait ses preuves dans plusieurs domaines, dans plusieurs crises. Le récent, c'est bien avec l'affaire de l'AES et les différentes ramifications que cela avait. Le Togo s'est imposé dans cette pacification, je dirais pas de la gestion de la crise, mais cette pacification de la situation pour éviter le pire. Et sur plusieurs plans également. Nous avons encore en l'esprit l'affaire des soldats ivoiriens avec le Mali. Nous avons encore en esprit beaucoup de dossiers, et d'ailleurs les deux soldats burkinabés. Vous voulez parler du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? Oui. Voilà, c'est aussi un des aspects. Mais deux soldats burkinabés arrêtés à la frontière. Le Togo avec la Côte d'Ivoire. Voilà. Okay. Le Togo aussi a pesé pour c'est une sorte de temporisation, et puis pour éviter le pire. Alors sur plusieurs plans, on a senti le Togo, et cela
n'avait pas été le pire, mais le pire a été évité de justesse. Alors, est-ce une raison aujourd'hui pour qu'on retrouve Faure Gnassingbé dans la gestion de la crise congolaise? Oui, sauf que la crise congolaise, comme je le disais, a une portée multidimensionnelle aujourd'hui et qui a beaucoup plus de ramifications avec certains non-dits, certains lobbies qui ne disent pas leur nom. Maintenant, est-ce que M. Faure Gnassingbé, pour avoir réussi en quelque sorte des médiations passées ou alors ces médiations passées, est-ce une raison pour lui aujourd'hui de réussir encore à 100% cette crise dont on n'arrive pas à trouver une issue sur le continent, sinon se transporter au Qatar comme cela est en cours en ce moment? Est-ce que Faure Gnassingbé aura à prendre d'autres stratégies que les uns les autres n'avaient pas pris pour réussir la résolution de cette crise? Vous l'avez dit tantôt, le dernier c'était dessaisi de l'affaire. Voilà, vu la complexité aussi de la situation et aussi la non-considération, peut-être ça c'est moi qui le dis, de l'Africain pour l'Africain qui a décidé finalement de se retrouver à Doha. Je crois que la frustration a amené l'autre médiateur également à déposer le tablier et à désigner aujourd'hui le chef de l'État togolais. Oui, alors, pour l'instant, vous venez d'étaler plusieurs raisons qui font que le choix est porté sur Faure Gnassingbé, mais est-ce qu'il a les outils nécessaires pour pouvoir arriver à résoudre cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, une crise, comme vous le dites, qui a plusieurs ramifications et aussi... À l'interne, il y a des voix critiques qui s'élèvent pour dire que le président togolais n'est pas le profil idéal. Je veux parler de ce communiqué. Oui, d'un parti politique, l'ANC notamment. C'est justement que le choix porté sur Faure Gnassingbé n'est pas le meilleur qu'ait pu faire l'Union africaine. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais écoutez, le problème est qu'on ne demande pas la position des uns des autres pour porter le choix sur... la personne de Faure Gnassingbé. C'est une proposition qui a été faite plutôt au sein de l'institution. Il appartient aux États membres de se prononcer. Maintenant, si un parti politique qui donne sa position face à cette proposition, ce ne serait pas pris en compte malheureusement. Mais les partis politiques également ont leur droit de regarder ou alors leur droit d'analyse sur de telles propositions. Maintenant, est-ce que pour avoir contribué à la résolution, je ne dirais pas résolu, contribué à la résolution de certaines crises de par le passé, aujourd'hui, est-ce que Faure Gnassingbé a les véritables moyens pour arriver encore à concilier les positions et à résoudre ce problème en République démocratique du Congo? Oui, si Faure Gnassingbé possède toujours cette capacité de lobby et à discuter avec des personnes directes ou alors des acteurs directs de la crise. Pendant longtemps, on a essayé de discuter, on a essayé de voir en face certains qui ne sont pas véritablement impliqués ou alors qui n'ont pas la clé de la résolution de la crise, malheureusement. Alors si Faure Gnassingbé aujourd'hui a la capacité de rencontrer des véritables acteurs qui sont en train d'actionner la crise en République démocratique du Congo, de discuter avec ces gens-là, je pense que on pourrait arriver à trouver une issue, sauf que les séquelles seront très grandes et je doute fort qu'on finisse à cette résolution comme le cas des soldats ivoiriens et puis que ça tombe dans l'histoire. Les séquelles seront énormément grandes. Toutefois, nous ne doutons pas de la capacité de Faure Gnassingbé à poser sa signature dans cette manière de contribuer à résoudre le problème congolais. Merci beaucoup. Quand vous parlez de séquelles, je ne sais pas si une crise bien résolue devrait avoir des séquelles comme vous les imaginez, mais peut-être si on a encore du temps, je reviendrai à vous. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Dieudonné Sewonou. De quelle chance dispose le président togolais Horus? Alors pour moi, c'est une fausse bonne idée. La première raison, c'est parce que on a déjà des choses à régler en interne, ne serait-ce qu'au Togo. Donc vous êtes d'accord avec la position de l'ANC qui pense que le président togolais n'est pas l'homme de la situation? Non, la déclaration de l'ANC, elle a sa déclaration à elle. Moi, ce que je dis, c'est que le Togo actuellement est dans une
période transitoire un peu sensible. Et donc, on a un certain nombre de choses à régler. Notamment le fait qu'on passe d'une constitution à l'autre et qu'on sait très bien les frictions que cela entraîne en interne. Mais au-delà de cela, je trouve que il va s'investir dans un véritable panier à crabes parce que le problème congolais, il est multidimensionnel comme Dieudonné le disait, mais aussi c'est un problème qui date d'une 60aine d'années. Il n'était peut-être même pas encore né. Parce que les origines de ce problème, elles sont coloniales. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire, lorsque les gens... Parce que j'ai vu des gens limiter le conflit à une vingtaine, trentaine d'années, mais absolument pas. Laurent Désiré Kabila fait partie des chefs d'une rébellion qui... à un moment, a risqué d'envahir tout le Zaïre. Il a fallu à Mobutu le soutien des Américains pour pouvoir la réprimer. C'est d'ailleurs pour cela qu'il reçoit Che Guevara. Le Che fait partie des personnes qui ont rencontré Laurent Désiré Kabila lorsqu'il était dans le maquis. Vous prenez des personnalités comme M. Kagame, M. Museveni. Mais ce sont des rebelles. Oui. Mais c'est une rébellion qui naît du fait que le système colonial belge va ostratiser une partie des populations, ce qui va entraîner des frictions dans les mouvements d'indépendance. C'est de là que parlent tous ces conflits aux frontières. Donc, dans ce conflit congolais, vous avez l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Vous avez la Zambie impliquée. Vous avez le Congo-Brazza dedans. Vous avez la Centrafrique. On prenait des personnalités comme Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il est inculpé pour des exactions en Centrafrique. Je ne sais pas si vous voyez. Vous prenez l'historique du Congo, l'uranium qu'on utilise pour bombarder Hiroshima et Nagasaki, l'uranium, il vient du Congo. Le pouvoir colonial belge, il est impliqué dedans. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que c'est un conflit enraciné dans le temps, enraciné dans la région. L'Afrique du Sud n'a pas pu le résoudre, la SADC n'a pas pu le résoudre, les présidents qui sont dans les pays frontaliers n'ont pas pu le résoudre. On rajoute à ça les problèmes internes au Congo qui sont de l'ordre du clientélisme viscéral des hommes politiques congolais. Je rappelle que M. Edem Kodjo était au Congo, qu'on connaît, disons, les démarches qu'il a essayé d'entreprendre et on connaît les conditions dans lesquelles il a dû quitter le pays. Ça donne une idée un peu de ce qui peut se passer. Je vois pas trop. À moins que le Togo lui-même ait des intérêts par rapport à sa diplomatie, je veux dire bilatérale avec la RDC, ok, je peux comprendre parce que au grand étonnement de beaucoup de Togolais, on s'est aperçu que par exemple le Togo était un des principaux pays en relation avec le Gabon économiquement, qu'il a des relations avec le Congo, ainsi de suite. Bon, si maintenant il y a un certain nombre de transactions qui doivent être élaborées entre la RDC et le Togo sur le point de vue financier, économique, sur un certain nombre de trucs, ok, je peux comprendre, mais médiateur dans une crise qui en réalité à mon sens doit être traitée beaucoup plus avec beaucoup plus d'acteurs, je suis très dubitatif. Alors pour vous, quel serait le meilleur profil normalement pour cette crise? Alors je pense que cette crise, en fait, si vous voulez, ça doit être une crise qui doit bénéficier d'une communion d'acteurs. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul médiateur qui peut... Non, il faut vraiment que les présidents de l'UA ou voire de la sous-région s'asseyent et voient comment ils peuvent éventuellement résoudre cette crise. Je ne vois pas vraiment un médiateur parce que le problème qui va se poser, c'est que quand il y va, il ne s'agit pas de deux personnes que vous installez sur un bureau et vous leur dites négocier. Absolument pas. Parce que les intérêts sont multiples. Lorsque vous invitez le Congo et les Rwandais, demain vous avez les Ougandais qui disent mais moi aussi je suis concerné. Vous avez le Burundi qui dit non mais moi aussi je suis concerné. Si vous prenez tel groupe rebelle, il y a un autre qui vous dit, par exemple si je prends à l'époque on disait les Interamoués. Les Interamoués vous dira moi je suis concerné. La Centrafrique vous dira mais moi j'ai quelques intérêts et ainsi de suite. Donc pour moi il faut vraiment
que de façon au minima sous-régionale, on ait tous les acteurs. C'est-à-dire, et que cela, je parlerai peut-être d'une conférence maintenant qui ne va pas faire un travail bâclé. Il faut que cette conférence-là parte de l'histoire coloniale de la région afin de régler les germes qui ont amené au conflit. Parce que ce n'est pas un conflit qui naît juste... Non, et donc ça ne sera pas résolu en quelques jours. Absolument pas. Rapidement. Je prends le cas du Rwanda. Le Rwanda est un des rares pays africains surpeuplés. Ouais. Alors, lorsque le Rwanda, avec M. Tshisekedi à un moment, commence à faire des négociations sur des questions très sensibles comme le foncier, comme les populations, et maintenant on va se retrouver à faire des négociations avec le Congo-Brazza pour du foncier, pour de l'agriculture et ainsi de suite, c'est qu'il y a un réel problème de développement au niveau de ce pays qui transcende le problème militaire et politique. Et il faut donc le résoudre. Et donc tout ça là va intervenir dans la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Pardon ? Tout ça va intervenir dans la résolution de la crise. C'est impératif, parce que le problème qui se pose, c'est que on se limite à dire le Rwanda puise les ressources. Le Rwanda puise les ressources parce qu'il veut le bien-être de ses populations. Pourquoi il n'arrive pas à avoir le bien-être de ses populations ? Parce que de façon coloniale, on a décidé de frontières et qu'on appelle du déplacement de population d'une portion à l'autre. Merci donc, tout beaucoup. Ça, ça a des bases. Horus, donc Ovi, on vous a compris. Le problème est donc plus complexe qu'on ne l'aurait imaginé. Dont je parlais tantôt. Ok, d'accord. Samir Ouvosama, est-ce que le président togolais serait l'homme de la situation pour résoudre cette crise dans l'est de la République démocratique du Congo? Ben écoutez Guillaume, je pense que c'est d'abord une proposition, ce n'est pas encore entériné. Oui, c'est pas une décision de la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine. Donc c'est une proposition du président angolais, parce qu'en réalité, il prend la présidence de la conférence des chefs d'État de gouvernement. Donc, il dit qu'il veut assurer pleinement son mandat du président en exercice donc de l'Union africaine. C'est pour cela il a jeté l'éponge véritablement. Et donc, lui, il pense que la personne idéale pour pouvoir assurer cette mission-là, c'est le président togolais, le président Faure Gnassingbé. On ne connaît pas la mission qui va être confiée au président Faure Gnassingbé. On ne connaît pas l'étendue de son cahier de charge. Est-ce que c'est pour faciliter les discussions entre les partis ou bien c'est pour régler le problème? Okay. On ne connaît pas l'étendue donc de son cahier de charge. Je pense qu'à priori, la mission qui va être confiée au président Faure Gnassingbé, c'est de faire en sorte que les partis se parlent. Parce que comme vous l'avez dit, en interne comme à l'externe, même à l'interne, vous savez qu'il y a plusieurs initiatives. Il y a l'initiative de ECC et puis la conférence épiscopale. La CENCO également. Donc il y a cette initiative qui est un projet durable, qui est un projet à long terme, qui consiste donc à assurer une certaine paix durable dans la région des lacs. Ce n'est pas seulement en RDC, mais c'est dans la région des lacs. Et je veux aborder l'aspect qu'il a abordé. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, mais monsieur Guillaume, quand vous prenez le Togo, vous retrouverez certaines populations du sud du Togo au Ghana. Vous savez cela. Est-ce que vous savez que la partie du Togo qui a été cédée au Ghana regorge un certain nombre de ressources? Est-ce que, pour autant, est-ce que cela a créé une certaine animosité entre le Togo et le Ghana? Est-ce que nous sommes dans une querelle historique entre le Togo et le Ghana? Nous avons hérité des frontières. De la même façon, quand vous prenez la région des lacs, vous avez la République démocratique du Congo qui n'a pas demandé à avoir les frontières qu'elle a aujourd'hui. Et vous allez retrouver les mêmes populations en Ouganda, vous allez retrouver les mêmes populations à la capitale de Bujumbura, là, comment ça s'appelle. Au Burundi, vous allez retrouver les mêmes populations au Rwanda. Mais est-ce autant qu'il faut que certaines populations s'arrogent un certain nombre de droits pour envahir notre territoire? Parce que soi-disant que c'est des frontières historiques, c'est des frontières qu'on a héritées du colon, c'est les richesses qui sont dans ce pays-là nous appartiennent à tous. Non. Et quand vous prenez un certain nombre de pays, le Burkina également a une certaine partie de sa population qui s'est retrouvée au Mali. Vous avez le Mali, une certaine population qui s'est retrouvée en Algérie. Donc ça ne crée pas une certaine animosité véritablement. Le deuxième élément, c'est que quand vous prenez le personnage Faure Gnassingbé, le Togo
est considéré comme un pays historique en termes de médiation. De l'héritage qu'il a reçu donc du président Faure-Gnassingbé Eyadema, véritablement, qui était sollicité dans un certain nombre de crises, sauf que c'est des crises ponctuelles. Soit il y a des rébellions qui ont attaqué un pays, soit c'est des conflits communautaires. Ce ne sont pas des conflits très profonds, des conflits historiques, des conflits exogènes, des conflits qui ont des facteurs même à l'extérieur. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, est-ce qu'on connaît le cahier de charge qui sera confié au président de la République? Parce que si son cahier de charge est de régler le problème congolais, dans sa totalité, il ne pourra pas, la chance est de 0,00, etc. Il ne pourra pas régler le problème. Maintenant, il peut faciliter les discussions entre les parties, parce que le Togo entretient de très bonnes relations, non seulement avec le Rwanda, sur un certain nombre de secteurs où nous avons des partenariats stratégiques, mais également la République démocratique du Congo, où le président Tshisekedi est même venu au Togo. Donc vous imaginez le président Faure-Gnassingbé, qui a une certaine facilité de communication et de relation avec le Rwanda, avec la République démocratique du Congo, qui est de mieux pour servir d'acteur impartial dans les discussions entre les parties. C'est la réponse africaine. Maintenant, on peut être dubitatif au regard d'un certain nombre d'initiatives qui ont été prises au plan africain. L'initiative de Luanda et de Nairobi, la SADC et puis l'EAC, qui ont également entrepris un certain nombre de démarches qui jusqu'alors n'ont pas encore porté de fruits. Et il a fallu que Doha, qui est un acteur externe au conflit, prenne sur elle de concilier les positions et qui a réussi donc à permettre à ce que les deux chefs d'État, pour la première fois, se rencontrent, se serrent les mains et décident véritablement d'avancer. Donc en réalité, quand on regarde un peu l'atmosphère, vous vous rendrez compte que la réaction d'un certain nombre d'acteurs politiques au plan interne. Mais c'est de la même manière quand les autres chefs d'État sont désignés pour être médiateurs. C'est parce que nous ne sommes pas dans ces pays-là pour cerner l'opinion nationale. C'est de la même manière qu'il y a de ces réactions-là. Ce sont des réactions légitimes. Vous avez des partis politiques qui sont légalement constitués, qui contribuent donc à la vie de la nation, la politique du pays à l'extérieur, mais également la politique interne. Donc c'est de bonne guerre qu'un certain nombre de partis politiques émettent un certain nombre de réserves, un certain nombre de critiques vis-à-vis de ce qui est fait. Sauf que le Togo a souverainement décidé, parce que ce sont des traités que nous avons adhérés, le Togo a souverainement décidé à travers l'Assemblée nationale de ratifier un certain nombre de traités qui font que nous sommes membres de plusieurs organisations, notamment la CEDEAO, notamment l'Union africaine. Donc nous avons décidé de plein droit de céder une partie de notre souveraineté à ces organisations-là. Et donc nous appartenons à ces organisations-là. C'est de bonne guerre que lorsqu'il y a des problèmes sur le plan africain, que notre pays, qui est incarné par le président de la République, peut être sollicité et essayer de régler les problèmes. Pour vos contributions, nous arrivons malheureusement à la fin. Rapidement, quelques secondes. Alors rapidement, tout ce que je voulais rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y avait le projet de Barthélemy Boganda. C'est la raison pour laquelle on parle de République centrafricaine. Il s'agissait de faire une fédération d'États de l'Afrique centrale, et que cette idée, même si elle n'est pas dans la totalité reprise, a été énoncée après par Mobutu Sese Seko, qui lui aussi a parlé à un moment de faire une fédération d'États de l'Afrique centrale et notamment des Grands Lacs. Et je pense qu'à un moment, il faut pouvoir y penser, puisque déjà on a des groupements comme l'AES qui se forment, et donc je pense qu'il serait intéressant de voir dans quelle mesure l'Afrique centrale peut s'unir, resplendir et briller ensemble. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons faire notre habituel dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Très rapidement, je reste avec vous, Horus. Mon sujet de choix, ça serait de souhaiter un bon week-end. C'est dans un jour ou deux, je ne sais pas spécifiquement. Merci beaucoup à vous, Horus Dankovi. Vous êtes activiste panafricain. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Dieu donne ses nouveaux mots de fin. Merci, docteur. Merci à tous. Merci de nous avoir accordé à votre précieux temps. Merci à nos internautes qui reprennent nos émissions et qui les réanalysent. En tout cas, merci à mes co-débatteurs. Merci beaucoup, Dieu donne Sewanou, journaliste, directeur général des lieux service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui remercie, docteur. Samir ou Osama, vos mots de fin. Guillaume, je voudrais profiter de votre tribune pour attirer l'attention de nos gouvernants. Vous savez que nous sommes des pays en voie de développement. Nous avons énormément de défis dans plusieurs secteurs, notamment les secteurs sociaux, la santé, l'éducation, l'agriculture et dans un certain nombre de domaines, notamment l'industrialisation de nos économies.
Et donc, quand vous êtes, vous faites face à ces nombreux défis-là, je pense que l'idéal, c'est que votre diplomatie soit orientée vers une diplomatie économique. Parce que c'est ça qui fait et qui a un impact véritable sur les conditions de vie de vos populations. C'est bien vrai de tenir de beaux discours à la tribune des Nations Unies. C'est bien vrai d'aller chanter les mots doux à des conférences internationales et tout. Mais après, est-ce que cette façon de faire a un impact sur le quotidien des populations? Je pense que nos gouvernants doivent véritablement avoir à cœur l'amélioration des conditions de vie de nos populations lorsqu'ils mettent en place la politique diplomatique donc du pays à l'extérieur. Et l'urgence pour nous, c'est de faire en sorte que notre diplomatie soit beaucoup plus économique. Parce qu'à la fin, il faudra évaluer le ministre chargé des Affaires étrangères pour qu'on puisse analyser quel a été l'impact de ces nombreux voyages, l'impact de ces différentes participations à des conférences et tout cela sur le quotidien des populations. Quels sont les investisseurs qu'il a pu ramener au pays? Comment ces investisseurs-là ont pu créer des emplois et que les Togolais ont pu trouver des emplois ou les autres Africains, tout cela. Donc, nous devons repenser la diplomatie que nous menons sur le plan international. Nous ne devons pas nous aligner sur des gens qui ont déjà réalisé énormément de choses dans les différents secteurs d'activité, notamment sociaux, l'éducation, la santé et tout cela. C'est à ce prix-là que nous arriverons à asseoir un développement durable, inclusif et partagé. Merci beaucoup. Apparemment, Samir est revenu avec une très bonne inspiration. Une très bonne inspiration des Carèmes. Vous êtes juriste et président de l'ICJV, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Pierrick Obaniko, à Richard Amédessou, Florent Ekouekoué, Prudence Makoui et Senyo Wampa à la diffusion, à Stéphane Kouano à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.